Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Nelly Lambert, rédactrice en chef de l'Informateur judiciaire. Le média des affaires, c'est un magazine d'information économique et d'annonces légales qui est présent sur le territoire depuis plus de 100 ans maintenant. Vous êtes près d'une centaine d'inscrits aujourd'hui à ce webinaire ayant pour thème la cybersécurité, un sujet de plus en plus tendance et pour cause, comme nous allons pouvoir le voir d'ici un instant. Il y a quelques mois, Guillaume Poupart, directeur général de la très sérieuse ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a décrit la cybercriminalité comme une menace comparable à un Pearl Harbor numérique. Réalité de cette menace, risques encourus par les entreprises, bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger, nos trois intervenants vont aborder de manière concrète et complémentaire ces différents sujets. Avant de vous les présenter et de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel de la règle du jeu pour ce webinaire. Nous vous proposons d'intervenir à l'issue des 45 minutes à peu près d'échange. Nos intervenants répondront à vos questions donc à l'issue de ces 45 minutes. Vous pouvez néanmoins réagir au fur et à mesure en posant vos questions par écrit via le chat ou les réserver pour le jeu de questions-réponses final. Mais tout de suite, de vous présenter nos trois experts intervenants. Tout d'abord, Nicolas Guilloux, directeur Grand Ouest chez Almon, spécialiste incontournable de l'audit et du conseil dans les domaines de la cybersécurité. Bonjour à tous. Rémi Bottin, directeur des synergies et développement chez BC, l'un des leaders français du courtage et du conseil en assurance pour les entreprises. Bonjour à tous et à toutes. Et enfin, Maître Loulic Bretel, avocat associé au cabinet Racine à Nantes, qui accompagne les entreprises tant en conseil qu'en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec vous d'abord, Nicolas Guilloux. Vous êtes au quotidien en lien avec des entreprises exposées aux cybermenaces. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de situation que vous rencontrez régulièrement ? Oui, tout à fait, Nelly. Donc, je vous propose qu'on se mette à la place d'un dirigeant d'une société industrielle, dont certains sont probablement présents aujourd'hui. Vous êtes appelé un vendredi soir à 19 h par votre responsable informatique qui vous informe que l'ensemble de votre système d'information est mis hors d'état de nuire, hors d'état de fonctionner. L'ensemble des données sont chiffrées. Les différentes sauvegardes qui avaient pu être effectuées sur le réseau sont également corrompues et une demande de rançon est effectuée pour quelques bitcoins, à savoir quelques dizaines de milliers d'euros. En tant que dirigeant, vous savez que votre système de production, il est dépendant du système informatique. Alors, il est peu automatisé, mais il est dépendant et que vous avez quelques semaines uniquement pour pouvoir repartir afin de garantir la survie de votre entreprise. Les trois caractéristiques du cas que je viens de décrire sont, en premier lieu, c'est qu'il est réel. C'est un cas qui s'est produit et sur lequel nous sommes intervenus. Le deuxième point, c'est qu'il s'agit d'une entreprise de la région nantaise, d'une ETI de la région nantaise. Et le troisième point, c'est que finalement, rien ne prédisposait cette entreprise à subir cette attaque, à savoir, elle n'avait pas de données de R&D particulières, de données sensibles, pas de visibilité en ligne ou de notoriété en dehors de son secteur. D'accord. Alors, vous venez de donner du coup un exemple plutôt frappant d'attaque à laquelle une entreprise peut être confrontée. Ces menaces sont-elles isolées? Est-ce qu'elles sont réservées à une catégorie d'entreprise ou même à une taille? Non, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est tous les secteurs d'activité qui sont concernés, toutes les tailles d'entreprise. Et je pense qu'on pourra revenir dessus peut-être ultérieurement, mais il y a une logique aujourd'hui de rentabilité au niveau des attaques. Et donc, les attaquants qui sont très organisés vont plutôt utiliser des moyens automatisés pour toucher un très grand nombre d'entreprises, peut-être un peu moins protégées, mais sur lequel, finalement, si l'attaque ne leur coûte rien, elle sera forcément rentable. Rémi Bottin, vous qui êtes aussi dans cet univers et vous connaissez bien le risque, est-ce que le nombre d'attaques, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'attaques qu'il y a par an actuellement? Est-ce que c'est un risque qui est plutôt en augmentation et pourquoi? Oui.
Ça marche. C'est un risque qui est vraiment en augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit déjà dans le premier point, c'est que dans nos entreprises, il y a quelque chose qu'on avait un peu laissé de côté et qui est important, c'est que la valeur immatérielle, l'actif immatériel de l'entreprise prend du poids, la data prend du poids, la réputation, on voit très très bien que la réputation de l'entreprise, c'est quelque chose qui a maintenant beaucoup beaucoup de valeur. Et que ces éléments-là, ça veut dire que pour attaquer ces éléments et pour pouvoir vous faire pression, on voit bien que tout ce qui représente de la valeur, ben, pour les hackers, c'est l'occasion de se dire, ben, puisqu'il y a de la valeur, on va essayer d'y aller. Alors, il y a un élément qui a attiré l'attention encore sur la cybersécurité, c'est évidemment le confinement. Hein, le confinement où on a vu qu'on a dû très rapidement se mettre en position de travailler à distance avec des systèmes qui n'étaient pas préparés à ça. Hein, et d'une façon générale, quand on veut protéger, on rend moins souple et moins opérationnel les dispositifs, alors que là, on devait rendre opérationnel les dispositifs. Donc, le même Guillaume Poupard, quand il est auditionné le 4 novembre par les sénateurs en disant mais nous on a peur d'une cybermenace, d'une cyberattaque, d'un cyberterrorisme, rassurez-nous, il dit non, ben, on a quand même des actes qui ont été multipliés par 4 pendant ce confinement sur le site Cybermalveillance, qui est le site du gouvernement. C'est-à-dire que ce qui est bien, et il faut vraiment inciter les entreprises de toute façon à se déclarer, à porter plainte, ça c'est quelque chose d'important, ça permet de tracer, ça permet de rechercher. On voit aussi qu'on a une attaque multipliée par 6 sur tous les éléments dans le cloud. Et toujours pendant ce même confinement, il y a 40% des salariés qui reconnaissent avoir utilisé leur propre outil à eux, leur propre ordinateur, leur propre smartphone pour travailler. Vous imaginez le niveau de sécurité, sachant que les mêmes Français reconnaissent que 40% des Français reconnaissent n'avoir même pas de code pour leur système à eux perso. Donc ça, ce sont des éléments de contexte, mais c'est très conjoncturel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça devienne structurel. Le gouvernement veut accélérer la transformation digitale et numérique des entreprises parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour augmenter la productivité dans une compétition mondiale. C'est nécessaire pour rechercher, innover, pour demain être encore plus compétitif sur un terrain de jeu mondial. Hein, et je pense que certains ont lu, dans le plan de relance, il y a 7 milliards à cette numérisation, transformation numérique des entreprises, et ils ont alloué 385 millions de façon très concrète pour aider à la transformation des PME, ETI sur cette accélération numérique. Donc, on voit de la valeur digitale, numérique des entreprises et une accélération et une nécessaire transformation des entreprises françaises. Oui, et plus il y a d'entreprises qui vont au numérique, et plus les risques sont importants et nombreux. Exactement. Pourtant, il y a encore beaucoup d'entreprises, et notamment des PME ou même des ETI, je crois, qui pensent qu'elles ne sont pas encore, qu'elles ne sont pas vraiment concernées par ce risque. Nicolas, est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Est-ce que vraiment ça concerne tout le monde? Je remettais le micro. Oui, on a un peu cette idée que ça arrive qu'aux autres. Je pense qu'il y a une méconnaissance des risques, sachant que le risque, hein, c'est finalement la rencontre entre une menace et une vulnérabilité. Les entreprises qu'on rencontre, elles ont une certaine conscience de vulnérabilité, parfois d'un manque de maturité, même si elles considèrent là-dessus qu'elles peuvent avoir des systèmes de protection comme un antivirus, un firewall qui leur garantit une bonne sécurité, ce qui n'est pas vrai. Mais elles ont conscience, voilà, d'un manque de sensibilisation parfois du personnel et de certaines vulnérabilités possibles au sein du système d'information. Cependant, elles n'ont pas toujours conscience des menaces. Elles se disent comme le cas initial, hein, l'exemple qu'on a pris, qui était une entreprise finalement peu exposée, peu visible, et elles considèrent qu'elles ne vont pas être attaquées. Or, encore une fois, hein, si l'attaque ne coûte rien, elle sera rentable. Et donc aujourd'hui, toutes les sociétés ont à la fois des actifs à protéger, donc parfois, comme le disait Rémi tout à l'heure, hein, des actifs immatériels et des actifs qui ont beaucoup de valeur pour l'entreprise. Et à minima, elles ont quand même une dépendance au système informatique. Et s'il est mis à l'arrêt, il y a des conséquences qui sont très importantes. Donc on pense vraiment que voilà, toutes les sociétés sont concernées. Et les chiffres qui sont observés d'ailleurs, mais au niveau des différents rapports, hein, que ce soit de l'ANSSI ou des rapports de certains assureurs, montrent que finalement toutes les entreprises, toutes les catégories d'entreprises sont touchées par les attaques cyber aujourd'hui.
Mhm. Loïc Bretel, vous aussi, vous avez des cas concrets que vous rencontrez au quotidien dans votre Alors, cabinet? oui, tout à fait. Deux exemples très concrets. Tout d'abord, depuis le mois de septembre, le secteur de la justice, des acteurs de la justice, a été la cible d'attaques informatiques de masse, que ce soit au niveau des ministères, des administrations, également des cabinets et des autres acteurs, des autres auxiliaires de justice. Nous-mêmes, nous avons subi des tentatives de phishing qui se suivaient par l'installation de ransomware. Et si on n'avait pas eu de sensibilisation de notre personnel sur ce risque, l'attaque était très bien faite, on aurait été victime de ransomware. D'autres en ont fait les frais, malheureusement, du fait de cette absence de sensibilisation. Donc ça, c'est le premier exemple concret. Et c'est lié au contexte que décrivait Rémi, hein, de mise en télétravail et de contexte un peu particulier lié au confinement. Et très concrètement, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été contacté par deux PME. Donc là, on est sur des entreprises qui se pensent qui se pensent être en dehors de la cible d'attaque, donc de PME dont le prestataire informatique qui héberge leur logiciel métier a fait l'objet d'un ransomware, donc avec un blocage que décrivait Nicolas en tout début d'intervention, un blocage de leur outil de production, de leur logiciel métier, donc impossibilité de produire, impossibilité de rendre le service, donc perte d'exploitation, etc. Et pourquoi elles se sentent à l'abri, les PME? Pourquoi? Parce qu'elles sont plus petites, parce qu'elles pensent qu'elles sont sur un secteur d'activité qui n'est pas stratégique. Quelles sont les idées reçues sur ce sujet? Je ne sais pas qui veut répondre. Probablement, comme cela a déjà été dit, une méconnaissance du risque. On se pense petit sous le radar des pirates et des cyberattaquants, et on voit que c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Donc il y a comme l'a dit Nicolas, il y a des attaques de masse, donc qui ciblent toutes les entreprises de façon indifférenciée. Et l'attaque qu'a subi le secteur de la justice, et qui est toujours en cours d'ailleurs, cible indifféremment tous les acteurs de la justice. Et vous, Rémi Bottin, c'est pareil, vous êtes confronté dans votre univers, évidemment, l'assurance à des cas concrets. Vous êtes aussi de cet avis que tout le monde peut être concerné? Oui, oui, il y a plusieurs sujets déjà. Pendant longtemps, on avait dans l'imaginaire le fait que le hacker était un surdoué qui était là et qui forcément, les surdoués, ils vont s'attaquer à la NASA, au FBI, essayer de montrer que c'est un crack. Non, maintenant, c'est un vrai business. On a moyen pour… il y a le hackage pour les nuls, quelque part, hein. On est capable d'aller sur le net, de trouver un logiciel qui permet de tout de suite attaquer et de demander des petites sommes. Parce qu'en fait, il y a deux marchés, hein. Il y a le marché des petites sommes, avec des personnes qui y vont et qui se disent j'attaque. Et vous voyez bien, vous avez tous un smartphone, vous avez des mises à jour de tous vos logiciels, de tous vos systèmes d'information régulièrement. Et quand vous regardez un petit peu sur ces logiciels, c'est tout le temps des mises à jour de sécurité, hein. On a une sorte de rapidité qui fait qu'on utilise des outils qui sont beaucoup moins sécurisés qu'avant. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on n'imagine pas qu'avant, on avait des outils beaucoup plus sécurisés. Maintenant, on utilise plein d'outils moins sécurisés qu'on passe notre temps à rendre sécures, avec deux marchés, des gens qui en font un vrai business de volumétrie et des petites intensités. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête et sur lequel, en France, on n'est pas forcément très, très bon, c'est l'intelligence économique. On n'imagine pas, et je reviens sur la valeur de notre actif immatériel, on est tous en train de se transformer. On va vers la transformation numérique, la transformation alimentaire, la transformation écologique, énergétique, tout ce qu'on veut. Donc, on nous demande d'innover, on nous demande la R&D, ça a de la valeur. Et quand Guillaume Poupard dit qu'en gros, c'est au bout de 6 mois qu'on se rend compte d'une cyberattaque, ça vous laisse un petit peu imaginer pendant 6 mois ce qui se passe dans vos systèmes d'information. On est capable de tout capter et ça, c'est quelque chose d'important. Et on n'imagine pas que ça a de la valeur. Récemment, une très belle ETI me disait, après discussion pendant 1 heure et demie, mais finalement, moi, ce qui a le plus de valeur, c'est tout mon design que j'ai d'avance qui va me donner mes collections des années à venir. Et si jamais on me les prend et on a une usine de production qui se monte en Chine et qui envoie ça, eh ben, je suis très, très mal. Donc, on voit qu'on a cette culture de la sécurité liée à du physique, à du matériel. Et on a du mal à avoir cette même culture du côté immatériel. Voilà. Donc, il faut changer un peu ces paramètres. Les dentistes se font hacker pour avoir 5 000 euros ou 10 000 euros. Le petit artisan du coin, pareil. S'il a plus sa base de données, s'il ne sait plus facturer, tout le monde est là. Et donc, c'est un petit business.
rentable sur plein de monde. En même temps, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler dans les médias, ne serait-ce que cette semaine Ouest-France qui a été attaquée. Pour rester sur le territoire, on a eu aussi Fleury-Michon. On entend quand même de plus en plus parler de ce risque, de cette menace. Oui, et puis là, Nelly, les cas que vous citez font l'actualité parce qu'on parle d'entreprises majeures sur notamment le Grand Ouest, qui est la région sur laquelle on travaille tous. Mais pour un Fleury-Michon, il y a des dizaines de PME et de TI qui se font attaquer. Comme le disait Rémi en introduction, l'ANSSI a recensé une multiplication par 3 ou 4 des incidents d'ampleur qui peuvent ressembler à celui-là. Les incidents recensés par l'ANSSI, c'est ceux qui mettent soit en péril économiquement l'entreprise, soit la sécurité nationale. Et pour un cas remonté par l'ANSSI, il y a effectivement beaucoup de cas qu'on va observer qui ne vont pas faire l'actualité, mais qui, au niveau local, peuvent faire du mal, peuvent causer des pertes d'emploi parce que des pertes d'activité importantes et peuvent mettre en grande difficulté des entreprises. Alors du coup, on vient de voir le contexte dans lequel nous nous situons, l'importance de la menace, mais finalement, quels sont les risques encourus au juste par les entreprises, aussi bien en interne qu'en externe? Est-ce qu'on peut parler vraiment des préjudices que sont, par exemple, l'image, Rémi Bottin? Oui. Donc les préjudices, vraiment on le voit, c'est qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs temps à cette valse. Le premier temps de la valse, c'est la gestion de crise. Gestion de crise, on le verra plus tard après sur les bonnes pratiques. C'est comment je me protège. Donc, j'ai un virus. Quand je suis malade, déjà, on va essayer de se soigner pour voir que le virus n'est plus là. Ça, c'est évident. Donc, il faut être capable de fouiller dans les systèmes d'information, de vérifier que les sauvegardes ne sont pas non plus infectées avant de les remettre. Donc, il y a un aspect technique IT, mais il y a aussi de la communication. Si l'actif immatériel est si important, quelles sont les personnes en termes de communication qui vont m'aider à communiquer en interne et en externe. N'oubliez jamais l'interne. Vos salariés sont eux aussi très importants, sont des relais dans l'information et sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées comme l'externe. Et l'externe a besoin de transparence. La confiance nécessite de la transparence. Et on a plein d'exemples où les gens ont masqué, caché et ça ne fonctionne pas. Donc, on ne pense pas spécialement à qui je dois m'entourer de qui lors d'une gestion de crise. Et il faut payer cette gestion de crise avec des gens compétents, et si possible en ayant préparé pour tout de suite être au travail et pouvoir être effectif. Ensuite, il y a un deuxième temps de Selvat, c'est qu'est-ce que ça m'a fait comme mal à moi, c'est combien de temps j'ai été arrêté, c'est quoi mes pertes d'exploitation par jour. Et quand on discute, le DSI va vous dire, moi, c'est 3 jours, 7 jours, 10 jours, si c'est un gros pépin, éventuellement 30 jours. Le responsable de production va vous donner, oui, mais si j'ai ça, ça veut dire que j'ai d'autres choses qui arrivent. Et le DAF va vous dire, moi, c'est tant par jour, donc ça me coûte. Et pourquoi pas des frais supplémentaires? C'est-à-dire que pour éviter un déni de service, quelque part, il faut peut-être même que j'achète la prestation à quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer à alimenter la supply chain dont je fais partie pour ne pas porter préjudice, et on va voir ça après, auprès de mes clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et cet aspect responsabilité, là, je vais plutôt laisser d'ailleurs la parole à Loulic pour reprendre dessus sur cet aspect préjudice causé aux autres. Oui, merci Rémi. Effectivement, au-delà du préjudice que subit l'entreprise en cas de cyberattaque, on a une double et une triple peine. Le deuxième niveau de cette peine, c'est le fait que l'entreprise peut voir sa responsabilité civile engagée par ses clients. Donc, il y a deux grands types de risques et de risques de responsabilité civile. Tout simplement, si votre logiciel métier est bloqué ou votre outil de production est bloqué, que vous ne pouvez pas produire, fournir vos services ou vendre vos produits, vous risquez de causer un préjudice à vos clients qui risquent de se retourner contre vous et d'engager votre responsabilité civile. Il y a également un autre aspect concernant les fuites de données, puisque c'est aussi quelque chose qui est recherché par les attaquants informatiques. Si les données sensibles que vous détenez, ça peut être sur des partenaires, sur vos clients,
ou ça peut être de la donnée personnelle également. Si ces données se retrouvent sur le dark web et à la disposition de toute personne malveillante, là, vous causez également un préjudice, soit à l'entreprise dont les données sensibles ont fuité, soit à des personnes physiques, si on parle de données personnelles. Et là, vous avez également des risques de recours de ces entreprises ou personnes, et notamment, avec le RGPD, on a des nouveaux types de recours d'associations, si on parle de données personnelles, et des recours d'action de groupe, donc à l'encontre de l'entreprise. Donc ça, c'est pour les risques de responsabilité civile, avec ce second niveau de peine. Et à ça peuvent s'ajouter également des sanctions pénales. Il y a un risque pénal pour l'entreprise. Donc là aussi, si on parle de données personnelles, le fait de ne pas sécuriser suffisamment ces données personnelles est sanctionné pénalement. Vous avez également des acteurs, vous pouvez, dans notre audience, il y a peut-être aujourd'hui des acteurs de ce type, si vous êtes OIV ou fournisseur de services numériques ou opérateur de services essentiels, vous avez également des obligations de sécurité qui sont sanctionnées pénalement. Donc là, c'est la sanction pénale éventuelle que peut subir l'entreprise, et s'ajoute encore alors on est en quadruple peine, une sanction administrative possible de la CNIL en l'occurrence, si on parle toujours de données personnelles, puisque si vous ne respectez pas cette obligation de sécurité des données personnelles, la CNIL peut se saisir du dossier et aller prononcer une sanction administrative à l'encontre de l'entreprise. Alors cette sanction, elle est connue aujourd'hui, hein, elle est c'est soit ça va jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Alors, on se dit là aussi que ça n'arrive peut-être qu'aux autres, ce type de sanction administrative de la CNIL, et pas du tout. En préparant cette intervention, j'ai fait une petite étude statistique sur les sanctions. Alors, au niveau européen, depuis l'entrée en application du RGPD en mai 2018, sur toute l'Europe, on a 93 sanctions qui ont été prononcées. Donc, à des niveaux variables, hein, on en a 33 qui sont en dessous de 10 000 euros, 36 entre 10 000 et 100 000 euros, et ça commence à faire important. On en a 19 entre 100 000 et 1 million, et 5 au-dessus d'1 million. Et pour vous donner des exemples concrets en France, relativement récents, de sanctions de la CNIL, on peut citer le Sergic, donc, que tout le monde connaît. En plus, sur une faille de sécurité qui était vraiment assez anodine. Il se trouve que le site web n'était pas suffisamment sécurisé et les personnes, en connaissant l'URL, qui était facile à trouver, hein, pouvaient accéder au dossier de candidature à la location, donc avec beaucoup d'informations sensibles sur les personnes. Et donc, Sergic a été condamné à 400 000 euros pour ce défaut de sécurité. Et dans le même ordre d'idée, Active Assurance, avec toujours cette problématique de site web mal sécurisé, via lequel on pouvait accéder en connaissant l'URL, et en l'occurrence sur Active Assurance, l'URL pouvait être trouvée dans les moteurs de recherche, et une fois qu'on connaissait la structure de l'URL, on pouvait accéder à d'autres comptes. Là, on pouvait accéder au compte des clients d'Active Assurance. Donc, elle a été sanctionnée à 180 000 euros. Donc, on est sur certes des ETI, mais on a quand même des niveaux de sanctions déjà importants. Alors, risque civil, risque pénal, risque de la CNIL, administratif, donc le sac à dos commence à être chargé. Pourtant, c'est pas tout. De ce que j'ai compris, la responsabilité du dirigeant peut elle aussi être engagée. Oui, tout à fait. Effectivement, il n'y a pas que l'entreprise qui peut être sanctionnée, engager sa responsabilité et être sanctionnée pénalement ou de façon administrative. Les dirigeants ont également une responsabilité dans le défaut de sécurisation de leur système informatique. Alors, il y a deux niveaux également. Donc, un risque de responsabilité civile du dirigeant. Alors là, il faut démontrer une faute de gestion du dirigeant. Alors ça peut être, c'est vite arrivé parce que ça peut être une simple imprudence ou une négligence dans les mesures de sécurité insuffisantes mises en place. Et on va aller prendre en compte l'intérêt social pour voir si cette imprudence ne nuit pas à l'intérêt social de l'entreprise. Et en général, ce sera le cas. Et là, cette action à l'encontre des dirigeants peut être menée soit par les dirigeants, mais bon là, s'ils sont en cause, ils ne vont pas aller s'attaquer eux-mêmes. Par contre, ça peut être mené par les associés.
Alors, avec des questions de seuil dans divers types de sociétés, mais les associés peuvent se saisir du dossier et attaquer le dirigeant en responsabilité civile. Et l'autre volet, c'est la responsabilité pénale du dirigeant. Donc là aussi, le dirigeant, s'il méconnaît, quand j'évoquais les risques de sanctions pénales sur les défauts de sécurité de l'entreprise, ils sont vrais également pour le dirigeant. On peut aller sanctionner pénalement l'entreprise, mais aussi son dirigeant. Sauf si le dirigeant a mis en place une délégation de pouvoir qui peut être faite typiquement dans les entreprises auprès du DSI ou du RSSI. Et eux-mêmes, s'ils veulent sécuriser leur responsabilité pénale, peuvent subdéléguer cette délégation de pouvoir. On avait aussi évoqué, je crois, Rémi, des coûts après crise, des coûts de sécurisation qui peuvent encore se surajouter. Oui, c'est sûr que après crise, forcément, vous allez avoir des conséquences, mais dans les préjudices, on va le voir, on a travaillé d'abord sur les sociétés, c'est surtout en fait la valeur de l'entreprise qui est mise à mal. On a fait une première enquête sur les sociétés cotées, hein, donc, où là, on pouvait voir qu'à horizon 12 mois, entre le cours de bourse avant et le cours de bourse 12 mois après, eh ben, selon les personnes qui étaient préparées, et on verra encore les bonnes pratiques après, mais celles qui s'étaient préparées chutaient en cours de bourse et remontaient et étaient 12 mois plus tard à plus 5, plus 6% de leur cours de bourse. Donc ça, c'était pas mal. Et on voyait en revanche que les sociétés qui étaient non préparées, encore une fois, l'importance de la préparation, elles, au bout de 12 mois, étaient plutôt à moins 20%. Donc, c'était quelque chose d'important. Alors, c'est les sociétés cotées. D'ailleurs, pour rebondir sur la responsabilité du dirigeant, toutes les sociétés cotées ont très, très peur de cette responsabilité du dirigeant. Ils sont tous assurés en responsabilité du dirigeant et en cyber pour montrer qu'ils ont au moins pris les moyens qu'il fallait là-dessus. Et on va sortir le 2 décembre une étude sur les sociétés non cotées, qui sont bien évidemment plus importantes et dont vous faites partie. Et là, c'est plutôt en travaillant sur le risque de défaillance, en fait, entre les personnes qui sont préparées ou pas préparées, en travaillant sur les délais de retard de paiement. On voit très, très vite qu'en fait, on augmente au moins de 50% le risque de défaillance de l'entreprise qui ne s'est pas préparée à une cyberattaque. Donc, c'est quelque chose d'important et on le voit arriver dans le temps. Donc, ça veut dire que ces préjudices qui sont au départ, dans le temps, vont également continuer avec, pour les sociétés non cotées, entre 8 et 10% de la perte de la valeur de l'entreprise à l'issue de cette attaque. Hein, on n'ira pas sur les chiffres alarmants des sociétés, de X sociétés vont déposer le bilan après une attaque cyber, mais on voit quand même qu'il y a une incidence importante, mais qu'on ne voit pas est toujours lié à ce manque de préparation et ce manque de préparation lié à la manque de prise en compte de cet actif immatériel de l'entreprise et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut protéger dans le temps. Et ça, c'est pas forcément naturel encore pour le moment. Alors, du coup, on voit que ces risques, ils sont multiples et puis transverses, hein, finalement. Comment, du coup, les entreprises peuvent-elles se protéger? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place? Nicolas, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller de prime abord en premier réflexe à avoir? Alors, pour rebondir sur un point qu'a cité Loulig, c'est vrai qu'il y a eu des sanctions importantes pour certaines entreprises en lien avec le RGPD. Et le point sur lequel je veux appuyer, c'est qu'on parle à chaque fois de fuites de données qui viennent d'incidents cyber ou de mauvaises configurations informatiques et qui sont des points qu'on peut détecter sur des accompagnements. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un travail des entreprises pour la mise en conformité RGPD d'un point de vue plutôt documentaire, j'ai envie de dire, ce qui est déjà un bon point. Néanmoins, le règlement, et là-dessus, la CNIL est finalement assez bien aligné avec l'ANSSI sur les bonnes pratiques, hein, demande qu'on précise les mesures de sécurité qu'on alloue à chacun des traitements. Et donc, en premier lieu, il est quand même essentiel, si on fait un travail côté RGPD, d'investir aussi sur la cybersécurité. Pour ça, ce qu'on recommande, alors, il y a de la documentation qui existe, hein, qui est très intéressante. On vient de citer l'ANSSI et la CNIL. On diffusait des guides de bonnes pratiques. Je pense au guide d'hygiène de l'ANSSI. Voilà, on parle beaucoup d'hygiène en ce moment avec les problématiques sanitaires. C'est la même chose côté informatique. Ils ont un guide même encore un peu plus restreint, vraiment orienté PME, avec 12 mesures à mettre en place. Ce qu'on voit derrière ça, c'est qu'il y a des mesures à la fois donc, techniques qui vont au-delà de la mise en place d'une solution de sécurité comme un antivirus, un firewall. Il y a des aspects de configuration qui sont importants et il y a des aspects de configuration et
Je pense notamment à des autorisations, aux droits. Je reviendrai un petit peu dessus après. Donc, il y a tous ces aspects techniques. L'aspect plus organisation de la sécurité interne, déjà d'avoir un référent, de nommer quelqu'un qui va être en charge de piloter ça, d'engager la société et puis de documenter un peu cette sécurité. Il y a beaucoup de traditions orales, donc vraiment de documenter. Et dernier volet, un volet sensibilisation. Essayer d'investir sur les utilisateurs, de leur donner les bonnes clés pour éviter qu'ils commettent des erreurs. Donc, c'est vraiment ces 3 volets. Et donc, ça passe par une revue, je pense, transverse, qui doit être effectuée par l'ensemble des entreprises sur ces mesures d'hygiène. Un diagnostic, en quelque sorte, c'est ça? Pardon? Un diagnostic? Oui, un diagnostic, une revue, donc soit en interne, si elles ont les compétences et la bande passante, soit en faisant appel à des sociétés extérieures comme Almond pour le faire, et pour savoir vraiment où ils en sont, quels sont les points qui vont les exposer, sachant que quand on parle de sécurité, on est exposé par ces éléments les plus faibles, et donc il faut investir de façon proportionnée sur l'ensemble des thématiques. En préparant ce webinaire, Rémi, vous disiez que le hacker est plutôt feignant et que finalement, les entreprises, du coup, ont plutôt tout intérêt à prévenir plutôt que guérir. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, pour l'empêcher d'avoir envie d'être courageux? J'ai entendu, alors c'est pas plus tard qu'hier, j'avais une visio avec une entreprise et pour dire ils sont feignants, la personne disait ben, le bon niveau de sécurité déjà c'est être meilleur que le copain. Hein, parce que le hacker est feignant, donc il va aller un peu comme un cambrioleur. Hein. Le parallèle avec le matériel est toujours très très bon. Hein. Ils font le tour de la maison et ils vont voir où c'est facile à rentrer. Et ça, c'est quelque chose qui est fait. Donc, faire effectivement un tour de sa maison virtuelle est quelque chose d'important. Et Almond fait ça très très bien pour savoir un peu où j'en suis. Donc, travailler en amont, hein, en termes de gestion du risque, il y a toujours deux éléments hyper importants, c'est la prévention et la protection. Hein. Prévention, je vais m'arranger pour que le pépin n'arrive pas. La protection, je vais m'arranger pour que si jamais il arrive, me fasse le moins de mal possible. Pendant cette phase de prévention, et Almond est un acteur en termes de cybersécurité majeur parce qu'il va travailler sur le cœur du moteur IT, sur l'organisation, sur l'acculturation des ressources humaines à cela. Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui sont hyper importantes. Mais par exemple, ce que j'en vois, toujours pareil, le même cas hier, c'est que quand on fait ce tour de cette maison numérique, et ça c'est quelque chose qui passe un peu à l'as, et très très souvent j'entends ça, c'est oui mais ça c'est pas chez moi, ça c'est pas moi qui l'administre, c'est quelqu'un d'autre, c'est un fournisseur qui le fait. Oui mais d'accord, le fournisseur c'est hébergé par le fournisseur, très très bien. Donc déjà il faut que vous vérifiez qu'il est lui-même bien protégé, et on voit toujours une chaîne est forte de son plus faible maillon, hein, donc il faut toujours vérifier cela, ça c'est évident. Et c'est de se dire, ben, quand vous mettez quelque chose hébergé ailleurs, de toute façon, vous générez des flux, parce que c'est vous qui allez mettre à jour, c'est vos équipes qui vont régulièrement aller vers ce lien, et vous créez quelque part une petite passerelle. Donc on voit déjà que sur l'aspect prévention, il faut ouvrir aussi ces chakras et pas uniquement ce qu'on a chez nous. Et comme on est de plus en plus dans du collaboratif, on entend bien que dans toutes les filières, les gens sont imbriqués et on est présent dans plusieurs éléments de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est important de raisonner, mais pas uniquement pour soi, et de bien voir un peu quelles sont les différentes interactions. Ça, c'est important. Et après, la protection qui va être de se dire, bah, maintenant que j'ai bien travaillé sur comment éviter que ça arrive, quelque part, assez naturellement, je me suis projeté sur si jamais ça arrive, comment il faut que je m'organise. Donc, en fait, cette méthode vertueuse de travailler à éviter que ça arrive, elle permet de préparer ce qui va se passer en gestion de crise. La même personne hier qui était vraiment très bien acculturée disait on fait des PCA, on les teste, on vérifie que ça fonctionne, on regarde avec les personnes et se pencher, et les cas que je vous disais pour les sociétés cotées ou non, le fait d'être préparé à un pépin fait qu'on est beaucoup plus résilient en étant préparé. Donc ça, ce sont les éléments qui sont intrinsèques à l'entreprise et à toute la chaîne de valeur qui tourne autour de l'entreprise. Et après, bah, il arrive un risque résiduel. Donc c'est là où il faut travailler à ce que ça va, les frais de gestion de crise, ce que ça m'occasionne comme dégâts, les éventuels dégâts aux autres. Et là, on commence à construire une solution. Ce risque résiduel, est-ce qu'il est minime et j'ai même pas besoin d'aller m'assurer, ou est-ce qu'il est trop important et j'ai besoin d'une trésorerie qui puisse arriver et qui puisse me permettre d'aller dessus. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose. Travaillons en interne, mais mettons autour de la table les personnes pour travailler sur, si jamais ça arrive maintenant, quels sont les préjudices que ça peut m'occasionner. Et ensuite, en fonction de ça,
qu'est-ce que je vais aller chercher sur le marché de l'assurance, qui est un marché de plus en plus, on le verra après, de plus en plus frileux, de plus en plus avec des capacités de plus en plus faibles et de plus en plus sélectif. C'est-à-dire que le travail, n'oubliez pas le travail que vous faites pour vous de prévention, de protection, c'est le seul moyen dans le temps de continuer à trouver une solution de transfert à l'assurance. Les assureurs, et Denis Kessler le disait récemment, le patron de l'ASCOR, il disait les assureurs continueront à faire leur boulot pour les personnes qui auront suffisamment maîtrisé leurs risques pour que la menace reste un aléa. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Ah, il y a aussi un autre volet qui est important pour une entreprise, c'est ces relations contractuelles. Loulig, de quelle manière vous conseillez aux entreprises de se protéger sur ce plan-là? Alors, effectivement, oui. Dès lors que l'entreprise externalise une partie de son SI ou ses données chez un fournisseur, ou fait appel à un fournisseur pour intégrer une brique dans son SI, on a un risque qui est chez le fournisseur. Alors, il y a deux idées que je voudrais développer. C'est la prise en compte de la technique de protection dans le contrat, qui est à mon sens assez mal géré. Je vais prendre deux exemples. Lorsque vous faites appel à un prestataire pour intégrer ou développer un logiciel qui va se retrouver dans votre SI, donc dans le SI géré par l'entreprise, les juristes savent très bien faire tout ce qui est réponse à un cahier des charges sur les aspects fonctionnels, les aspects techniques, mais on voit que dans les contrats qu'on peut voir passer, la sécurité est très peu prise en compte ou mal prise en compte. Donc aujourd'hui, dans ces contrats d'intégration, développement de quelque chose qu'on va intégrer dans le système d'information de l'entreprise, il faut impérativement prendre en compte la sécurité aussi, au même titre que les fonctions attendues du logiciel. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez mal contractualisé, même si d'un point de vue technique, je pense que les équipes techniques parlent ensemble et font le travail, mais ça ne se retrouve pas dans le contrat. Et l'autre chose également, c'est qu'on fait de plus en plus appel à de l'externalisation, que ce soit sur des applications ponctuelles ou que ce soit sur des briques plus importantes d'un système d'information. Et là aussi, la contractualisation de la sécurité juridique lorsqu'on externalise une partie de son SI est assez mal gérée. Là encore, les juristes savent très bien écrire tout ce qui concerne les engagements de niveau de service, ou qu'on appelle les SLA, autrement dit, sur la disponibilité des applications, sur la maintenance corrective. Alors, ça a un lien avec la sécurité, ponctuellement. Quand on parle de sauvegarde des données, par exemple, on traite déjà de la sécurité. Notamment des données en l'occurrence. Mais là, dans ces contrats d'externalisation, il faut vraiment aller traiter la sécurité à part entière. Alors, pour vous donner un exemple concret, voilà, je vois passer à peu près en moyenne 1 à 2 contrats par semaine informatiques d'externalisation, et je me rends compte que il y a vraiment très peu de bonne gestion contractuelle de cette notion de sécurité. J'ai peut-être vu 1 ou 2 contrats vraiment bien gérés, et on peut raisonner autour de la notion d'incident de sécurité. Donc, l'incident de sécurité, on le décrit. Et comment on fait pour le prévenir? Donc, il y a des mesures qu'on peut mettre en place avec un prestataire comme Lamon pour faire des audits réguliers, pour faire des tests des utilisateurs, parce que l'élément humain, c'est aussi un facteur de risque dans l'entreprise. Donc, ça, c'est l'aspect de prévention de l'incident de sécurité. Et après, il y a également l'aspect en aval. Qu'est-ce qu'on fait si un incident de sécurité survient? Et tout ça, ça peut être encadré par des engagements de niveau de service tels qu'on les retrouve sur les aspects plus fonctionnels. Et sur cet aspect de contractualisation des aspects de sécurité, on a eu beaucoup de mise en conformité de contrats existants au RGPD. Parce que quand vous faites appel à un fournisseur informatique, la plupart d'entre vous le savent probablement, au sens du RGPD, votre fournisseur informatique est souvent considéré comme un sous-traitant. Le RGPD vous oblige à conclure un contrat qui soit conforme au RGPD, donc avec certaines rubriques de prévues, et notamment la sécurité. Et là, c'est pareil, on a vu passer beaucoup de contrats qui passaient à côté du traitement de la sécurité, très honnêtement. Beaucoup de contrats étaient tout simplement
proposées par les clients et reprenaient la matrice qui a été proposée par la CNIL, qui a le mérite d'exister, mais qui, sur la sécurité, ne traite pas les choses. Donc, on se retrouve avec des contrats qui reprennent ce que dit le RGPD sur la sécurité, avec un prestataire qui va le signer, mais sans pour autant mettre en place réellement les mesures de sécurité qui sont demandées par la CNIL. On parle par exemple de chiffrement de données ou de pseudonymisation des données, et certains prestataires signent ça sans pour autant mettre en place du chiffrement ou de la pseudonymisation. Donc la sécurité a été maltraitée. Cette régularisation des accords RGPD, elle aurait dû nouer une relation, un dialogue entre le client et le prestataire pour aller voir concrètement quelles mesures de sécurité sont mises en place et pour les contractualiser, autour de cette notion d'incident de sécurité dont je parlais. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder sur la relativement mauvaise gestion de la sécurité dans les contrats. Et l'autre point, qui est un point très juridique, mais également très important, c'est la responsabilité du prestataire, le niveau de responsabilité du prestataire. Aujourd'hui, dans les contrats, vous voyez que les fournisseurs informatiques, généralement, excluent le plus largement possible leurs responsabilités. Et vous avez notamment des exclusions des dommages indirects. Et dans les dommages indirects, on exclut les pertes de données, les atteintes aux données, par exemple. Donc là, le prestataire vous dit, en tant que client, je ne suis pas responsable si jamais vous subissez une atteinte aux données. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de contrats informatiques. Et l'autre chose, il y a quasi systématiquement un plafond de responsabilité qui est pris par le prestataire. Et le plafond, en pratique, on voit que ça correspond à, quand on parle de redevance récurrente, c'est 1 an de redevance, parfois 2, 3 ans de redevance. Donc, si on parle de redevances qui sont peu élevées, le risque du prestataire, il est faible. Ce qui veut dire que si vous laissez passer ces contrats, l'entreprise supporte le risque qui pourtant techniquement est chez le prestataire. Donc, l'entreprise est à risque et ça a également des répercussions sur l'assurance. Donc, en termes de bonne pratique, il faut faire attention à ces deux aspects, bien contractualiser la sécurité dans le contrat et également faire attention à ces exclusions de responsabilité et ces plafonds de responsabilité qui doivent impérativement être négociés. Alors, de façon équilibré, bien évidemment, on ne va pas demander au prestataire, encore que ça se voit, de déplafonner sa responsabilité sur les sujets d'incidents de sécurité, mais il faut avoir des plafonds de responsabilité du prestataire qui couvrent le risque subi par l'entreprise. Et juste un cas concret, pour finir le propos, sur des régularisations RGPD de contrats existants, aujourd'hui, j'ai des clients qui se heurtent à un refus du prestataire de remonter ses plafonds de responsabilité sur le risque de sécurité informatique. Donc, vous avez des contrats existants qui sont plafonnés à 1 an de redevance annuelle avec des montants assez faibles. Et le prestataire, dans le cadre de la mise en conformité de son contrat RGPD, refuse de discuter de cet aspect de plafond de responsabilité. Donc, maintient un plafond de responsabilité très bas qui laisse la responsabilité du risque informatique sur l'entreprise. Ça, il faut le négocier, il faut absolument remonter les plafonds parce qu'encore une fois, c'est au prestataire de prendre sa part de responsabilité. Et puis, s'il ne prend pas sa part de responsabilité, c'est l'entreprise qui l'a subi, ce qui a des impacts sur l'assurance. Rémi pourra nous en parler. Alors justement, on parlait d'exemples concrets. Nicolas, si justement, on reprenant notre exemple de tout à l'heure, celui qui a débuté notre webinaire, qu'est-ce que cette entreprise aurait dû mettre en place pour se sortir de cette mauvaise passe, de cette attaque? En premier lieu, être rassuré, à mon avis. Je pense que comme ça a été dit dans l'actualité, on parlait de Fleury Michon aussi, qui n'était pas l'entreprise citée. Fleury Michon était assuré et je pense a été très contente de l'être quand il y a eu l'attaque. Là, dans le cas de l'entreprise citée, on aurait aimé être assuré et donc appeler son assureur pour mettre en place une réponse correcte à l'incident. Ce n'était pas le cas. Donc, au minimum, nous, notre vision, c'est finalement de se faire accompagner par des experts sur cette partie réponse à incident, parce que les erreurs peuvent coûter très cher. On peut partir d'un incident assez localisé avec, si on prend l'exemple d'un ransomware, peut-être une partie seulement du système d'information qui est chiffrée et pas forcément la partie critique. Et on va essayer de réparer un peu nous-mêmes ou en faisant appel à
un prestataire informatique dont ce n'est pas forcément le cœur de métier, et on peut répandre l'incident sur l'ensemble du SI et bloquer la société. De la même façon, on peut avoir des ransomware dont les clés de déchiffrement sont connues. Et ça, typiquement au sein de l'équipe de réponse à incident d'Almod, il y a une veille en continu sur les menaces et sur l'éventuelle capacité à pouvoir les traiter. Donc voilà, se faire accompagner là-dessus. Et idéalement, alors ça revient aux bonnes pratiques que je n'avais pas forcément toutes détaillées, mais on a très envie dans ce cas-là d'avoir quand même un système de sauvegarde qui soit correct. Alors ce n'était pas le cas de la société, mais en première bonne pratique indispensable, d'être capable de repartir. Donc c'est en lien avec la partie continuité, reprise d'activité qui est citée. Il faut avoir cette capacité-là. On ne peut pas se retrouver bloqué comme l'entreprise à devoir, la conséquence c'était reconstruire l'ensemble de son système d'information, ce qui est quand même extrêmement pénalisant. Et je pense que les sociétés présentes aujourd'hui savent que si elles perdent toutes leurs données, l'impact est absolument énorme. Donc, on a très envie d'avoir une sauvegarde qui est dupliquée au bon endroit. Donc, ça peut être sur un réseau complètement séparé. Ça peut être chez un prestataire externalisé avec qui, comme l'a dit Loulig, on doit contractualiser au mieux et faire relire ces clauses pour qu'on ait un niveau d'engagement qui soit important et de responsabilité qui soit important. Donc voilà sur la partie purement informatique ce qu'on aura envie de faire, et après il faut engager toute la société, créer une cellule de crise, et il y a d'autres composants dont peuvent peut-être parler Rémi ou Loulig qui doivent être mises en place aussi sur cette réponse à incident. Rémi, sur la communication de crise peut-être? Oui, là c'est très bien, c'est là on voit qu'en termes de gestion de risque, c'est pas une seule personne, et c'est surtout pas c'est pas parce que c'est une menace qui rentre par l'IT que ça ne doit pas être traité comme toutes les menaces par le comité de direction, la gouvernance qui doit prioriser cette menace, encore une fois par rapport à quels sont mes enjeux. Et là, on vient toujours sur l'actif immatériel, et une fois qu'on commence à valoriser l'actif immatériel, on commence à avoir une idée du préjudice important que ça peut avoir. Donc, la communication de crise, ça va être ce qui va préserver la réputation et donc la valeur de l'entreprise. Donc, il y a quand même un certain nombre de sujets, c'est-à-dire qui pour la faire. Et si possible, essayer de prendre quelqu'un qui est bilingue, qui est capable de parler IT, mais surtout grand public, parce qu'il va falloir parler aux personnes. Il y a cette notion de transparence que j'ai évoquée tout à l'heure qui est primordiale. On vit à l'heure des réseaux, ça va hyper vite. Dès qu'on n'est pas transparent, on se prend les pieds dans le tapis et c'est pire que tout. Donc, nier cela, ça ne va pas du tout. Donc, transparence, quelqu'un qui soit humble par rapport à ce qui s'est passé, qui peut montrer que les bonnes pratiques ont été respectées, et ce n'est pas pour ça qu'il ne s'est pas fait attaquer. On est quand même dans un monde un peu terrible, c'est qu'on s'est fait attaquer et on est responsable par rapport aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très dur à vivre. Donc ça se travaille, et si ça ne se travaille pas suffisamment bien, ça veut dire que les personnes vont avoir du mal à communiquer simplement et de façon positive. Donc ça, il faut préparer cette communication externe, mais également interne. Alors externe en choisissant les réseaux, bien évidemment, mais interne. N'oubliez pas, encore une fois, vos salariés ont besoin d'être rassurés, ils sont également traumatisés, ils sont en lien par leur réseau avec énormément de personnes, et donc ils doivent être le relais d'une stratégie de communication imaginée, pilotée, orchestrée dans le respect de la transparence qu'attendent les clients, vos clients. Donc ça, c'est super important, cette communication de crise. Et encore une fois, c'est pas naturel. Sachez qu'on travaille beaucoup dans l'agroalimentaire, et il y a 20 ans, on a travaillé sur la perte d'image de marque. Vous vous souvenez de l'incident Perrier? C'est pareil. Cette valeur immatérielle, il y a 20 ans, on commençait déjà à nous poser la question en disant, mais moi j'ai une marque, mais si on n'a plus confiance dans cette marque, en fait, je ne vaux plus rien. Donc, et tout ça, ça nécessite des compétences qui ne sont pas naturelles. Donc, mettez un maximum de personnes autour de la table, regardez quelles sont les compétences dont vous allez avoir besoin pendant la gestion de crise. Et c'est vraiment des compétences complémentaires, chacun alimentant le débat, chacun faisant avancer ce débat. Le transfert à l'assurance, c'est un élément, mais c'est un outil. C'est un outil qui vous permettra de payer notamment la gestion de crise et de vous dire, moi j'aurai de la trésorerie, j'aurai, comme tu le dis Nicolas, je sais que je peux appeler un 77 24 24 365. Mon métier, c'est pas de gérer les crises, même si je me suis préparé. J'ai quelqu'un qui va m'aider à orchestrer tout ça. Et ça, c'est précieux, c'est précieux. Encore une fois, c'est anticiper pour ne pas subir. C'est anticiper cela pour ne pas subir. Ce qu'on peut vraiment retenir de la précédente épisode de confinement, c'était le fait que tous nos PCA non testés, on avait écrit les choses qu'on n'avait absolument pas testées, et on ne savait absolument pas qui pour les faire fonctionner.
Je pense que maintenant, on s'est tous remis autour de la table en disant on refait une belle cartographie des risques, on essaie de reprioriser les endroits où il faut mettre les ressources et on va regarder pour tester vraiment et pour que ça soit vraiment efficace le cas échéant. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui ne sont pas encore naturels chez nous. Je parlais de l'intelligence économique. On pense qu'on ne va pas être attaqué. À partir du moment où on pense qu'on ne va pas être attaqué, pourquoi je dépenserais des ressources internes, hein, même je ne parle même pas financier, hein, des ressources en interne pour passer du temps alors que je suis mobilisé sur la continuité de mon business, alors qu'il faut que je passe également du temps pour prendre de la hauteur et réfléchir à comment je continue à être résilient en cas de pépin. Alors, pour rester dans le cadre du timing et laisser un peu de temps à l'échange, Ludovic, peut-être un dernier mot sur les recours qu'on peut avoir contre ces fournisseurs éventuellement informatiques. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises? Oui, alors vraiment très rapidement, et je souhaitais rebondir sur ce que disait Rémi, le fait d'avoir une assurance sur le risque cyber, et notamment d'avoir cette assistance en gestion de crise, elle est vraiment très importante parce que si c'est pas anticipé et si on n'a pas un chef d'orchestre qui, en l'occurrence, peut être le courtier ou l'assureur, c'est très compliqué. Et on voit que ça va avoir ce chef d'orchestre qui va coordonner les actions sur la gestion de crise, c'est vraiment très important. Alors, nous, sur la gestion de crise, on nous contacte pour aller voir justement comment on peut engager la responsabilité de son fournisseur informatique quand on parle d'externalisation, qui n'a pas mis en place les mesures de sécurité qui conviennent. Et là, on a besoin justement des autres intervenants, on a besoin d'entreprises comme Almon qui vont aller pouvoir identifier, nous donner des éléments de preuve sur la cause du sinistre informatique, qui vont nous servir, nous, pour aller engager éventuellement la responsabilité d'un fournisseur informatique, ou alors la responsabilité de l'auteur, si on identifie l'auteur, que ce soit un tiers, ou voire un salarié négligent ou un salarié malveillant. Mais notre rôle est plutôt voilà, dans la recherche de responsabilité post-crise. Et puis également, concrètement, on intervient également pour assister les entreprises sur les notifications de violation de données, que ce soit à la CNIL pour les plus connus, mais pour ceux qui sont concernés, ça peut être à l'ANSSI, et ça peut être également aux ARS si on est un établissement de santé. Et je voulais dire un dernier mot pour reboucler sur l'introduction, sur la valeur de la data dans l'entreprise. Ce qu'on a vu en termes d'anticipation du risque et de mise en place des mesures de protection, qu'elles soient techniques, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient assurantielles, qu'elles soient juridiques, tout ça, au niveau juridique, on y voit un aspect très vertueux au travers de la loi sur le secret des affaires de 2018. Parce que si vous mettez en place ces mesures de protection, de vos données, en l'occurrence de cet actif immatériel très important pour l'entreprise, c'est une des conditions qui vous permet de bénéficier du régime du secret des affaires et d'aller attaquer quelqu'un qui pourrait reprendre vos données de façon illicite et les utiliser de façon illicite. Donc là, on trouve un aspect vertueux, au-delà de la protection même de l'entreprise, à aller bénéficier d'un régime juridique qui permet de se protéger contre les reprises illicites de son actif principal. Bien, on vient de voir que le risque cyber concerne toutes les entreprises et nécessite une approche à la fois anticipée et concertée. On a une première question. J'invite les auditeurs à continuer de poser leurs questions. Bonjour, quelles sont les principales sources d'entrée dans les SI, mail de phishing ou autres? Nicolas, peut-être? Oui, là-dessus, on va avoir plusieurs ports d'entrée. C'est sûr que les compromissions de boîte mail via des attaques de phishing, alors je pense boîte mail, mais phishing, ça peut être phishing téléphonique ou effectivement email, sont une porte d'entrée importante. On va avoir également toute la surface d'exposition de la société. Et comme on l'a dit et comme on l'a évoqué avec la partie sous-traitance et fournisseurs, le système d'information aujourd'hui il est beaucoup plus large que le système d'information interne et il intègre des fournisseurs qui peuvent être des hébergeurs, des infogéreurs, mais également des partenaires ou clients qui vont y avoir accès. Et finalement, cet ensemble-là peut être attaqué et donc on a un risque très important aujourd'hui d'attaque par rebond via des personnes finalement extérieures qui ont accès à votre système d'information. Et enfin, donc, comme on l'a aussi évoqué, ça peut être des attaques sur votre système informatique avec des accès extérieurs, de la navigation sur des sites malveillants, de l'utilisation de ports USB et de clés USB qui seraient infectés. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui
voilà, à la fois ce système d'information au sens large, les partenaires extérieurs et puis des attaques plutôt ingénierie sociale. Alors, avant de prendre une autre question, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui, je pense, intéresse quand même nombre d'entreprises, c'est la question du coût. Est-ce que ça coûte cher de se protéger contre cette menace cyber? Alors, juste en introduction, mais je pense que ça coûte surtout cher de se faire attaquer aujourd'hui. Si on regarde le rapport d'Iscox sur des… Alors, le niveau médian pour les attaques, qui sont interrogés plus de 5 000 professionnels, était de 50 000 €. C'est un niveau médian. Si on regarde la moyenne sur la partie, plus de 400 attaques sur la partie ransomware, c'est plus de 800 000 €. Voilà, donc ça coûte déjà cher. Et juste après, pour se protéger, en termes de prestations cyber, on peut avoir des prestations inférieures à 5 000 €, sur lequel on peut avoir, par exemple, un audit de maturité très transverse au niveau cybersécurité, une campagne de phishing ou un test d'intrusion. Il y a une autre question. Maintenant qu'on est tous épouvantés, quelles mesures prendre pour se préparer correctement? On a tenté d'y répondre, je pense, pas mal, mais on peut peut-être passer en revue très rapidement les principaux points pour se préparer vite et bien. En résumé. Alors, je ne sais pas, Rémi. Moi, je viens prendre sur cet aspect, Ouais. c'est de se dire déjà, effectivement, on a un point d'entrée qui est l'IT, donc il faut que je me muscle sur comment je suis organisé, quels sont mes process, l'acculturation de mes RH, donc comment tout mon dispositif est protégé par rapport à cette menace. Donc ça, c'est éviter que le pépin arrive, et ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, on se rend compte que ce point d'entrée va occasionner des dégâts dans tout le reste de l'entreprise. Donc, il faut partager. C'est un risque, c'est une menace transverse. Et c'est ça qui est important. Donc, tant que la gouvernance n'aura pas pris conscience de ça, quand on parlait de ça coûte cher, elle ne signera pas un bon de commande pour se protéger en IT, elle ne signera pas un bon de commande pour pouvoir souscrire une solution d'assurance, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'en verra pas l'intérêt. Donc, il faut que la gouvernance se dise, maintenant, c'est important. C'est pour ça que nous, on travaille sur la scénarisation, on ne regarde pas ce qui arrive, on se met autour de la table, qu'est-ce qui vous arrive, et quand on commence à mettre, parce que comment se protéger, c'est quelque chose qu'on n'a pas valorisé. Donc la valorisation de l'immatériel est quelque chose d'important. Les experts comptables, les commissaires aux comptes ont travaillé justement sur une valorisation de l'actif immatériel de l'entreprise pour que justement on puisse toucher du doigt et que ce n'est pas nos usines qui sont finalement le gros de la valeur de l'entreprise. Donc, on voit très, très bien, c'est acculturer le chef d'entreprise à se dire maintenant, le gros de ma valeur, c'est de l'immatériel. Et l'immatériel, ça se protège. Ça, c'est le risque de réputation, le risque d'image de marque. Ce que valent mes data, ce que valent mes brevets, toute l'ingénierie, tous les 10-15% que je mets dans la recherche et développement, tout ça, ça a de la valeur. Donc, il faut sensibiliser la tête de l'entreprise, mettre les personnes de façon transverse autour de la table et tous les éléments, toutes les personnes seront complémentaires dedans et muscler bien évidemment le point d'entrée. Le lien contractuel de Louis est hyper important, c'est de se dire aussi, c'est ça, c'est si moi j'accepte des responsabilités qui ne sont pas les miennes, forcément j'ai des préjudices encore plus importants. Donc voilà, donc c'est de réussir à avoir cette vision transverse, stratégique et transverse de la chose. Alors, une dernière question. Nous avons de plus en plus de clients industriels ciblés sur l'outil de production. Avez-vous des réponses, conseils ou contrats spécifiques pour ces clients? Loïc, je ne sais pas si tu as un contrat spécifique. Je peux répondre sur la partie conseil, sinon. Vas-y, Nicolas. OK. Oui, les clients industriels, la particularité, on parle d'outils de production alors, qui dépendent souvent de machines, je ne vais pas dire obsolètes, mais sur en tout cas des systèmes d'exploitation qui sont assez anciens, parfois mal protégés. Alors, heureusement, parfois pas connectés directement au système d'information de gestion, parce que ça peut être un autre souci. Et on a mis en place, enfin, typiquement chez Almod, on a utilisé l'ANSSI a sorti un guide pour la protection des systèmes industriels, dont on a sorti un questionnaire d'évaluation, qu'on avait d'ailleurs publié, sur lequel on peut échanger derrière, mais on peut tout à fait le mettre à disposition pour vos clients, pour qu'il y ait cette évaluation et qu'on puisse mettre en place une stratégie spécifique. Alors,
peut-être la dernière question, parce que je vois qu'il est 12h06. Comment articuler la conformité RGPD avec la préparation aux risques cyber? Je veux bien répondre. Pour moi, c'est très, très imbriqué parce que le RGPD, d'une part, vous oblige à sécuriser les données personnelles et de façon plus générale à mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour être conforme et pour assurer la protection des données. Et donc, à partir du moment où on parle de ça, de ces mesures techniques et organisationnelles, on va de toute façon toucher à la sécurité du SI et plus généralement de l'entreprise. Et donc, ça rejoint la démarche qu'on peut avoir en termes de mise en sécurité du système d'information. On part d'une cartographie des risques. Alors, quand on raisonne RGPD, on est plutôt sur une cartographie des traitements, mais quand on regarde la cartographie des traitements, on va quand même aller identifier les risques. Et puis, une fois qu'on a identifié ces risques, on met en place des mesures techniques qu'il faut. Alors là, on fait appel à des entreprises comme Almon si l'entreprise ne sait pas gérer elle-même son risque informatique, mais les DSI équipés RSSI savent le faire. Ensuite, on met en place les mesures organisationnelles. Ça passe par beaucoup de sensibilisation des salariés. Point très important, on peut aller dans quelque chose de plus contraignant en mettant en place des chartes informatiques. Donc là, on parle de RGPD, mais également de risques informatiques. C'est vraiment très imbriqué. Et puis, après, il y a effectivement les contrats à avoir, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'à l'assurance. Et tous ces aspects sont vraiment enchevêtrés. Et la sécurité informatique, ce n'est qu'un des aspects du RGPD qui est plus large, mais c'est vraiment enchevêtré. Et on va traiter nécessairement les deux en même temps. Merci Ludig. Alors, on serait dans la vraie vie, à l'issue de la conférence, on pourrait échanger les uns et les autres, vous pourriez continuer de poser vos questions. On est en virtuel, ce n'est pas vraiment possible, mais on va vous faire passer après cet événement un support qui résumera les points clés et vous aurez bien entendu les coordonnées des 3 experts présents aujourd'hui. Donc, éventuellement, vous pourrez poursuivre l'échange derrière. Ce webinaire touche du coup maintenant à sa fin. Nous espérons vous avoir fourni suffisamment d'éléments pour vous donner envie de faire de la cybersécurité un sujet stratégique dans vos entreprises. Merci à tous pour votre attention. Merci surtout à nos 3 experts, Rémi Bottin, Nicolas Guilloux et Loïc Bretel. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Nelly. Au revoir.